Voici les Balkans. Ils sont connus pour être une région quelque peu instable, ayant même été appelée à certains moments de l'histoire la poudrière de l'Europe. La raison en est précisément cette instabilité, qui a souvent conduit à l'éclatement de pays existants en plusieurs petites parties, souvent en conflit les unes avec les autres. La dissolution de la Yougoslavie en est un exemple, avec la Serbie qui a ensuite eu des conflits avec la Bosnie ou le Kosovo par exemple. À cause de cela, le terme « balkanisé » est devenu populaire, signifiant en général la division d'une région ou d'un pays en états ou groupes plus petits et potentiellement hostiles les uns envers les autres. Dans cette vidéo, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de spéculer sur certains pays qui pourraient, et il est important de souligner que je ne dis pas qu'ils vont ou qu'ils devraient, mais qu'ils pourraient se balkaniser. En expliquant de quel pays il s'agit, pourquoi cela pourrait être le cas, et quelle partie résulterait de ces divisions. Tout d'abord, le Pakistan. L'un des principaux problèmes auxquels le Pakistan est confronté est le Baloutchistan, une partie de sa région sud, qui abrite le groupe ethnique baloutche. La région s'étend également en Iran et en Afghanistan. En fait, le côté iranien a entraîné de petits affrontements frontaliers et des tensions entre eux et le Pakistan. Le problème avec eux est qu'ils forment un groupe ethnique distinct, avec une culture et des pratiques souvent différentes du reste du Pakistan. Cela, ajouté au fait qu'après la dissolution du Raj britannique, ils ont réclamé l'indépendance, que les Britanniques étaient censés leur accorder. Pour une raison inconnue, ils se sont retrouvés intégrés au Pakistan, ce que leurs dirigeants locaux contestent depuis. Si le Palakistan parvenait à se séparer et à obtenir enfin cette indépendance tant désirée, il est probable que les autres groupes ethniques du Pakistan pourraient suivre leur exemple. Les Pashtuns pourraient vouloir se séparer ou rejoindre l'Afghanistan, où ils sont majoritaires. Les Sindhis et Panjabis, en jaune et marron sur la carte, pourraient aussi vouloir faire sécession. Dans ces cas, je ne crois pas qu'une union avec l'Inde, qui a aussi son Pendjab, soit envisageable, les différences religieuses demeurant. Si ces quatre groupes ethniques se séparaient d'un Pakistan uni, il y aurait effectivement une balkanisation du pays. Ensuite, en Libye, en Afrique. Depuis le printemps arabe et la destitution de Kadhafi, la situation en Libye est très instable. Divers groupes ont tenté de prendre le pouvoir. Des élections ont été contestées, provoquant le chaos. Un conflit interne a commencé, qui a duré de 2014 à 2020, et malgré un cessez-le-feu récent, la crise continue et le pays est effectivement divisé. Cette carte illustre bien la situation. La partie ouest du pays en vert est principalement sous le contrôle du gouvernement de salut national, également appelé Congrès général national, bien que certaines autres zones en vert clair soient contrôlées par le gouvernement d'entente nationale et ses alliés. La partie est du pays en rouge est contrôlée par le gouvernement dirigé depuis Tobrouk et l'armée nationale libyenne. Au sud, certaines zones sont contrôlées par les Touaregs, ligne jaune, et d'autres par des forces locales, ligne bleue. La Libye compte 3 régions traditionnelles, Tripolitaine, Fezzan et Cyrénaïque. Les lignes de contrôle ne coïncident pas exactement avec ces régions, mais s'en approchent, laissant envisager une balkanisation du pays en 3 régions ou 4 zones de contrôle. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance, et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est,
Quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. L'Espagne en est aussi un exemple. J'ai vu un sondage sur la popularité des monarchies en Europe. Presque tous les pays d'Europe du Nord ont une opinion positive de leur monarchie, contrairement à l'Espagne. De plus en plus, la couronne espagnole, que certains considèrent comme le ciment d'une Espagne unie, est examinée de près et critiquée à cause de ces scandales. Et comme nous le savons et en avons souvent parlé, l'Espagne n'est pas une nation unique, mais une union de nombreuses cultures locales et d'identités différentes. Certes, seule la Catalogne a explicitement tenté de déclarer son indépendance sans succès, mais d'autres mouvements forts existent, par exemple au Pays Basque. Certains petits groupes en Galice veulent aussi l'indépendance, et il y en a d'encore plus petits en Andalousie. Mais si la Catalogne sort de l'Union, il n'est pas du tout impossible que d'autres suivent, ce qui mènerait à une balkanisation de la péninsule. Et qu'en est-il de la Belgique? Parler de balkanisation est peut-être exagéré, mais une division, certainement. Nous en avons discuté à maintes reprises aussi. La Belgique est une union quelque peu fragile, entre la Flandre néerlandophone au nord et la Wallonie francophone au sud, avec aussi quelques régions germanophones à la frontière, sans oublier Bruxelles, qui est très multiculturelle puisqu'elle est la capitale de l'Union européenne. La Belgique est connue pour son instabilité politique, restant parfois des mois sans gouvernement pleinement fonctionnel. La possibilité d'une séparation est plus faible en raison de l'existence de l'Union européenne, mais il n'est pas impossible que les deux États se séparent, laissant Bruxelles comme une cité-État souveraine de l'UE et ses petites provinces germanophones rejoignant l'Allemagne, au Moyen-Orient, le Yémen. Ce n'est qu'en 1990 qu'un Yémen moderne et unifié a vu le jour. Avant cela, il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, des États successeurs du royaume du Yémen, qui s'étendaient en fait un peu en Arabie Saoudite, de la Fédération d'Arabie du Sud et du Protectorat britannique d'Arabie du Sud. D'autres petits sultanats et protectorats existaient dans la région avant cela. Une différence majeure, liée aux anciennes divisions, est religieuse, musulmans chiites au nord et à l'ouest, sunnites à l'est et au sud. Depuis 2014, un conflit interne a commencé, opposant essentiellement ces deux régions l'une contre l'autre. Encore une fois, le Yémen est de facto séparé entre nord et sud ou est et ouest, selon la perspective. En rouge sur la carte, la République du Yémen reconnue par l'ONU. En jaune, orange et bleu, ce sont des forces militaires spécifiques qui détiennent le contrôle régional, mais en alliance avec le Conseil présidentiel officiel. En vert, c'est le Conseil politique suprême, qui est contrôlé par le mouvement Houthi. La division du pays existe déjà de fait. La seule question est de savoir si cela sera officialisé ou si cette division est annulée. Un autre exemple non hostile serait le Royaume-Uni. Cet exemple revient souvent dans des vidéos similaires. L'éclatement du Royaume-Uni paraît toujours menaçant, mais ne se réalise jamais vraiment. L'Écosse a pu partir, mais ne l'a pas fait. Et les mouvements indépendantistes en Irlande du Nord et au Pays de Galles restent faibles mais présents. L'Écosse a choisi de rester au Royaume-Uni avant le Brexit, ce qui pourrait avoir modifié les opinions locales, bien que cela n'apparaisse pas dans les sondages récents. Le mouvement indépendantiste au Pays de Galles a lentement gagné en soutien, et la population catholique d'Irlande du Nord a également commencé à croître. Cela, combiné à son statut spécial post-Brexit, favorise plus que jamais une réunification avec la République d'Irlande. Je dirais que la perte de l'Irlande du Nord est la plus probable à court ou moyen terme, voire même une inévitabilité, j'irais jusqu'à dire. Il est incertain qu'une désintégration complète et une balkanisation suivent. Si je devais deviner, je dirais que c'est peu probable. On ne peut pas exclure la Russie, surtout avec l'instabilité récente qui pousse beaucoup à évoquer sa possible désintégration. La Russie est sans aucun doute un rassemblement de nombreuses régions très différentes, avec des groupes culturels spécifiques qui sont immensément différents les uns des autres. Après tout, comment le plus grand pays du monde pourrait-il en être autrement ? Cependant, le processus de russification et les déplacements de population, initiés d'abord par l'Empire russe puis poursuivis par l'Union soviétique. Bien que totalement horrible, ce processus a réussi,
et a conduit à ce que la majorité de la population dans toute la Russie soit composée de Russes. En somme, il n'y a donc aucune raison qu'il y ait un éclatement, puisqu'une nation hégémonique couvre tout le territoire. Ce n'est qu'en cas de chaos total et d'effondrement de l'État qu'une dissolution du territoire serait possible, mais ce serait dans le but d'un contrôle régional plutôt que d'une indépendance régionale. Et revenons au Moyen-Orient, l'Irak. La séparation du Kurdistan de l'Irak semble assez probable à un moment donné dans le futur. Cependant, cela semble aussi être le seul groupe ethnique qui soit différent du reste de l'Irak. Il existe aussi une division religieuse entre les musulmans sunnites et chiites. Les trois plus grands groupes démographiques en Irak sont en fait ces chiites, sunnites et kurdes. On estime que 75 à 80% des habitants sont arabes et 15 à 20% sont kurdes. Les autres minorités ethniques ne représentent que 5% de la population. Les chiites sont principalement situés à l'est du pays, tandis que les sunnites se trouvent à l'ouest. De plus, les difficultés que le gouvernement rencontre pour établir son contrôle dans les régions autres que la capitale pourraient contribuer à une éventuelle fragmentation du pays. Si les Kurdes partent, cela pourrait également déclencher une division du reste du territoire. Un dernier exemple pour cette vidéo serait la Chine. En observant une carte ethnolinguistique, on remarque qu'il n'existe pas non plus de nationalité unifiée dans le pays. Vous avez des peuples turciques au nord-ouest, des Tibétains au sud-ouest, des Mongols au nord, quelques Thaïs, Birmans et Miao-Yao au sud, et même quelques Coréens et Tungus au nord-est. Le reste du pays est principalement peuplé par le groupe ethnique Han, bien que la région Han soit sans aucun doute la plus peuplée, et bien que ce soit ce groupe qui détienne le pouvoir, en plus de représenter la grande majorité de la population, il n'est pas certain que l'intégrité territoriale de la Chine soit garantie. On peut également se référer au drapeau des 5 nations de l'ancienne République de Chine, qui illustre aussi cette diversité interne. Les Ouïghours et les Tibétains pourraient aussi retrouver leur indépendance. Les Mongols du nord de la Chine pourraient vouloir rejoindre la Mongolie, et le sud de la Chine envisager la sécession. Une Chine balkanisée, limitée à la région Han, aurait une population et une puissance économique similaires, mais semblerait bien plus petite sur la carte, et perdrait l'essentiel de son importance géopolitique et militaire. Voilà donc quelques pays qui pourraient, même si certains ne le feront certainement pas, du moins dans un avenir proche, se balkaniser. Je ne dis pas qu'ils vont se diviser ni qu'ils devraient, mais pour certains, la menace de fragmentation n'est pas dénuée de logique, comme en Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Pakistan ou Irak, où coexistent différentes identités nationales. Bien que l'ampleur, le niveau de conflit et la probabilité varient énormément d'un pays à l'autre. D'autres, comme la Chine ou la Russie, sont encore moins susceptibles de se fragmenter, mais cette possibilité existe en raison de leur taille gigantesque, tandis que certains conflits anciens, comme au Yémen, expliquent d'autres cas. Qu'en penses-tu ? Y a-t-il une réelle possibilité que l'un de ces pays se disloque ou se balkanise ? Et quels autres pays n'ai-je pas mentionnés ? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. À bientôt pour plus de culture générale.